Je vais vous présenter ma leçon dans une petite vingtaine de minutes. Et ensuite, je pense qu'il sera temps de passer aux questions. Dans cette leçon, je vais dans un premier temps poser les bases de la Divine Comédie de Dante et ainsi que de la Révolution galiléenne. Ensuite, les leçons sur l'enfer de Dante ou de Galilée me permettront dans un second temps d'introduire ma propre étude du phénomène faite au regard de précédentes remarques épistémologiques. Donc la Divine Comédie de Dante est une œuvre composée de trois parties: l'enfer, le purgatoire et le paradis. Raconte le voyage de Dante de l'enfer au paradis. Voyage dans lequel l'auteur descend les cercles infernaux guidé par Virgile, l'image de la raison, qui l'accompagnera jusqu'au sommet de la montagne du purgatoire, où il cédera son rôle à Béatrice, l'image de la foi, aux côtés de laquelle Dante franchira tous les cercles, toutes les sphères du paradis et finira par obtenir un statut divin. Il faut bien comprendre donc que le voyage de Dante a tout ce qu'il faut pour que le lecteur puisse le prendre aussi au premier degré et ne puisse s'empêcher de se le représenter comme s'il s'agissait d'un vrai voyage. Donc les descriptions et indications sont nombreuses, qui n'a pas manqué au cours des siècles de donner lieu à une multitude de représentations, notamment de l'enfer, que ce soit donc de Botticelli, d'Agnello, ou encore Di Fruosino pour l'aspect cartographique, Gustave Doré, ou Vellutello pour l'aspect illustratif, Stradano ou Manetti pour les représentations en coupe. Même un scientifique tel que Galilée a calculé la totalité de l'enfer, des dimensions des cercles, aux mensurations de Lucifer, en passant par la taille des girons et la taille des anges, et j'en passe. Maintenant, je vais vous présenter une révolution de la physique théorique qui consiste en ce que Galilée comprend au début du XVIIe siècle. Une connaissance profonde de la nature nécessite de commencer par admettre le caractère inessentiel des qualités sensibles qu'ont les choses. C'est-à-dire que les choses ont des propriétés. Parmi ces propriétés, il y en a qui n'ont pas d'importance: le bleu du ciel, le caractère menaçant ou serein d'un paysage, la suavité des odeurs, la beauté des formes. Donc, toutes ces qualités ne constituent en définitive qu'une apparence. Elles ne sont pas dans les choses mêmes, mais sont seulement produites sous forme d'impression ou de sensation par l'interaction que nous avons donc avec ces choses-là. Il y a donc, selon Galilée, tout un pan de la réalité auquel il faudrait cesser de s'intéresser lorsqu'on fait de la science. Et si on ne s'intéresse plus non plus à ces propriétés contingentes et accidentelles, mais à ce qu'on pourrait appeler l'essence même des choses, alors nous disposons d'un moyen de connaissance capable de nous livrer des vérités rationnelles qui sont capables de s'imposer à tout esprit. Et ce mode de connaissance exact et idéal, ce sont les mathématiques. L'idée absolument géniale de Galilée, c'est que le livre de la nature est écrit en langage mathématique. Donc lui, il pensait particulièrement à la géométrie et pas nécessairement à l'algèbre, qui pourtant sera la voie la plus féconde. Donc Galilée ne se pose plus la question de la nature des choses, mais la question de la représentation. Et en ce qui concerne la question de la représentation, Leçon sur l'enfer fait connaître deux manuscrits de Galilée, longtemps demeurés dans l'oubli, datant de 1587, redécouvert au début du 19e et traduit en 2008 en français. Il s'agissait d'une leçon inaugurale qu'il donna à l'Académie florentine, dans laquelle il entreprend l'exploration de la Divine Comédie sous l'angle très particulier d'une topographie géométrisée du gouffre infernal. Il y compare donc les études de Manetti et de Vellutello sur la morphologie de l'enfer de Dante, et donc Galilée penchera vers le modèle de Manetti, ce qui est déjà étonnant puisque ce dernier donnait à l'enfer un volume 1000 fois supérieur à celui de Vellutello, ce qui devrait déjà le faire douter. Donc déjà, premièrement, une telle cavité au centre de la Terre aurait dû faire s'effondrer la voûte terrestre. Deuxièmement, on peut se demander comment Dante aurait pu parcourir à pied plusieurs centaines, ou plusieurs milliers de kilomètres en seulement 3 jours pour l'enfer, car d'après ses indications chronologiques, Dante commence son périple le jeudi saint 7 avril 1300 et le finit au cours de la nuit du mercredi de Pâques, donc le 13 avril 1300. Donc m'étant personnellement prêté au jeu de la représentation, j'ai fait mes propres calculs, aidés de recherches et de découvertes faites depuis la leçon de Galilée et d'autres commentaires de l'œuvre, et je me suis rendu compte que Galilée s'était effectivement trompé
de plusieurs centaines de kilomètres en calculant la hauteur du 7e gradin de l'enfer. Soit, donc il y avait trois possibilités, soit Galilée a fait une erreur en calculant la hauteur du gouffre des géants, qui ferait alors 324 miles et non pas 730 miles. Soit deuxième possibilité, Galilée s'était trompé sur la hauteur des gradins généraux, donc les 6 premiers, qui ferait alors 5 fois 4, 105 divisé par 6, qui nous donne 337,5 miles. Soit troisième possibilité, on redivise le rayon de la Terre en 9 parties, on recalcule tout avec des gradins de 360 miles. Et c'est là que je me suis rendu compte que l'ensemble des représentations de l'enfer manquait l'intérêt profond de l'œuvre. C'est-à-dire qu'aucune des typologies de représentation, qu'elles soient cartographie, instantanée de scène ou topographie géométrisée, ne sont en mesure de rendre compte ni de l'initiation à l'œuvre dans le voyage, ni de ces différents changements, des différents changements de régime symbolique et ontologique. Donc j'ai voulu trouver un moyen de rendre compte de toutes ces modulations, qu'elles soient physiques, symboliques ou spirituelles. C'est pour cette raison que j'en suis arrivé à utiliser des schémas et des diagrammes, car ils me permettent notamment de traiter le temps comme une dimension spatiale et donc de vectoriser chaque mouvement et chaque transformation. Donc vous voyez ici un premier schéma donc, de la Terre constitué de l'enfer et du lit de purgatoire qui donc est caché de la polarité nord et sud. Donc je vais vous proposer de rentrer à l'intérieur de la Terre et de constater le voyage de Lance. Voici une première schématisation matérielle du voyage, où on peut retrouver ici la Terre avec ici l'enfer et ici l'île du purgatoire, et là le paradis avec ces 9 sphères concentriques. Donc les annotations N nord et S sud me permettent en fait de rendre compte de l'attraction magnétique du péché à sa sublimation. Ce diagramme-ci est une fronce de catastrophe, donc dont le nom est tiré de la catastrophe de la théorie duquel il est issu. Et donc en fait ce schéma se décompose en deux plans superposés. Donc, le plan supérieur qui représente la topographie en fonction du temps, donc avec un pli, et le deuxième plan, le plan inférieur, qui rend compte du pli supérieur, c'est-à-dire ici, donc d'une zone d'impossibilité, donc rend compte des modulations spatio-temporelles de façon déterministe. Donc en fait, on peut voir ici que le voyage de Dante est une somme de vecteurs, et donc peut se représenter comme la somme des vecteurs A, avec une catastrophe de chute infernale, plus le vecteur B, avec une catastrophe de purification. C'est-à-dire que V, soit V le voyage de Dante, V égale A plus B. Et donc, comme je vous l'ai dit dans mon introduction, ce voyage s'achève par l'immortalité de Dante, qu'il obtient grâce à ce voyage. Il y a donc deux notions temporelles en jeu dans cette œuvre, la cyclicité et l'infinitude. Donc, tenter de les faire cohabiter dans un diagramme simple. Je me suis d'ailleurs inspiré de Heimdall's Requiem de Brahms, à la fin duquel on trouve les mentions da capo et ad libitum, qui respectivement veulent dire revenir en tête de partition et à volonté. Et donc, en fait, on peut jouer ce requiem à l'infini, ce qui implique pour un requiem que celui à qui il est destiné ne meurt jamais vraiment. Donc on a par conséquent ici la représentation du début de quelque chose et de la fin de quelque chose. Et c'est, je pense, la définition même de la notion d'origine. Donc je me suis penché sur cette bifurcation, cette singularité de l'espace et du temps, qui borne la fin de quelque chose et le début d'une autre. Et donc, on a ici cette singularité, à l'intérieur de laquelle je vous propose d'entrer maintenant. Donc on retrouve cette singularité en physique, notamment, dans les trous noirs. Et grâce à ce travail de schématisation, j'ai remarqué une étrange analogie, une étrange ressemblance entre l'enfer et un trou noir.
Et cette analogie se révèle n'être pas uniquement morphologique, mais également structurelle et législative. Donc je vais m'expliquer. Nous avons, l'analogie législative, d'abord, réside dans ce que nous apprend la théorie de la relativité restreinte d'Einstein sur les bouleversements que provoque un trou noir sur le tissu de l'espace-temps, sur la courbure du tissu de l'espace-temps. Et notamment que les règles, les lois de la physique classique n'y sont plus souveraines, ce qui est d'ailleurs le cas aussi en enfer, où règne la loi du contrapasso, ce qui n'est sinon l'opposé de la loi sur Terre, au moins une variante démoniaque d'éventuelles vertus de la loi du talion. Donc l'analogie, cette fois-ci structurelle, donc nous avons d'un côté un enfer conique qui débouche sur une singularité, une bifurcation spirituelle pour Dante, et de l'autre côté, un trou noir en forme de vortex s'évanouissant sur une singularité spatio-temporelle. On peut voir d'ailleurs que les deux ont une même structure en écoulement tourbillonnaire, en vortex aspirant, et que dans chacun d'eux, le poids, c'est-à-dire la lourdeur de la peine infligée en enfer et la masse d'un objet pour un trou noir, est répartie de façon croissante de la surface jusqu'à la singularité. C'est-à-dire qu'un poids lourd sera de toute façon toujours plus près d'une singularité qu'un poids léger. Excusez-moi. Donc en dessous, nous avons ici un tunnel caché, débouchant sur une zone de redistribution, l'île du purgatoire, qui se trouve également avoir une forme de cône. Et en face, une même zone de redistribution, derrière le trou noir, pareillement structurée au purgatoire. C'est-à-dire qu'en fait, on a, dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, une zone de redistribution évasée, comme ceci, avec l'horizon du trou noir, à partir duquel on peut redessiner la montagne du purgatoire, et voir qu'en fait, de la même façon, un poids lourd sera toujours plus proche de la singularité. C'est-à-dire que les peines infligées les plus lourdes sur la montagne du purgatoire restent en bas, et en haut, les peines les plus légères. Et donc, avant de terminer, je voudrais résumer mon explication en quelques points. Donc, on a d'abord vu que le voyage de Dante était cyclique et s'achevait sur l'éternité de l'âme de Dante, qu'on pouvait par exemple représenter de cette façon. Donc sur un diagramme, nous avons donc ici l'enfer, ici le purgatoire et ici le paradis avec aucune fin. Et donc, une chute à ce moment-là, une bifurcation à ce niveau-là quand on passe zéro, une montée au niveau du purgatoire et une asymptote qui tire vers l'infini au niveau du paradis. C'est-à-dire qu'on atteint la trinité à ce moment-là. Donc, on a ensuite pu constater de nombreuses analogies possibles, comme je vous ai montré ici, entre un trou noir et l'enfer, et j'insisterai tout particulièrement sur le fait qu'ils ont tous les deux une même structure en X, c'est-à-dire qu'il y a une aspiration d'un côté, une expulsion de l'autre, avec une zone d'impossibilité ici, et la ligne qui délimite la bifurcation. Et donc, beaucoup de théories à l'ébauche aujourd'hui admettent ou impliquent l'existence de multivers, donc une sorte d'univers gigogne à l'intérieur d'un desquels notre univers évoluerait. Donc je parle notamment de l'hypothèse inflationnaire, de la théorie des cordes, de la physique quantique ou encore de la gravité quantique à boucle. Et notamment dans cette dernière, nous apprend qu'un trou noir peut être l'origine d'un univers, mais qu'il en est de toute façon l'origine transcendantale. Et cette même théorie nous dit qu'un phénomène que l'on considère aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, comme étant le commencement de notre univers, le Big Bang, pourrait n'être qu'un Big Bang, c'est-à-dire un Big rebond. Ce qui nous donnerait, au lieu de la singularité initiale
de l'expansion avec le mur de Planck ici, on aurait l'inverse, c'est-à-dire une compression ici la bifurcation et ici l'inflation qu'on connaît avec le mur de Planck. Et donc ici en fait on retrouve la même structure en X. Et donc bien qu'il s'agisse ici de deux phénomènes de nature absolument différente, cela n'empêche qu'ils sont deux manifestations de la même idée, du même archétype, celui de l'origine. Donc l'origine d'un nouvel univers pour le trou noir et l'origine d'une nouvelle vie pour l'enfer. Et lorsque Dante et Virgile se trouvent devant la porte de l'enfer, ils peuvent lire sur le dormant « Vous qui entrez ici, perdez toute espérance ». Et c'est un peu ce que peut se dire un scientifique qui fait face à un trou noir. C'est-à-dire qu'un autre univers est par conséquent inobservable, et donc on ne peut plus décrire le réel, mais seulement le déduire de calcul, ou encore l'imaginer. Donc je vais conclure en disant que non seulement Dante Alighieri invente un voyage structuré par des notions encore à l'étude aujourd'hui, mais qu'il le fait dans une architecture de l'espace et du temps qui répond très habilement à ces mêmes questions. Et cette fois, l'erreur de Galilée, elle, ne se logerait plus tellement dans ses calculs ou dans ses choix, mais dans son scepticisme concernant la capacité de la science à déterminer la nature d'un phénomène, ce dont il est l'émergence, par l'étude de la structure et des interactions qu'il compose. Donc j'aimerais maintenant remercier tous ceux qui m'ont permis de faire cette recherche et de mettre en place tout ce que j'ai pu vous montrer aujourd'hui. Et voilà, je vais vous laisser me poser des questions si vous en avez sur ce que vous avez vu ou entendu. Merci à tous. C'est pas vrai tout ce que tu nous as raconté, rassure-moi. Ça peut l'être. On va dire que ça peut l'être. C'est en rapport avec le postulat que j'ai mis sur la porte. C'est-à-dire qu'il y a un postulat, et ce postulat me donne des conséquences. Et je trouve que ces conséquences sont assez amusantes à explorer de façon tout à fait logique. C'est-à-dire que le postulat peut être aussi absurde qu'on veuille, les conséquences seront logiques. Et je trouve ça très intéressant, sachant que ça, il y a une espèce de richesse qui en sort. Voilà. Donc, ça me permet de faire des liens entre des choses, un peu comme Abby Warburg avait pu faire sur des ressemblances entre des formes. Et je trouve que ce mysticisme qu'il y a derrière la représentation, derrière la forme, derrière la reconnaissance, est quelque chose qui doit être travaillé. Et donc j'essaie de le travailler de façon absurde, mais je pense qu'il peut en sortir quelques vérités. Ceci dit, du coup, l'idée d'avoir fait un parallèle entre les sciences du cosmos et Dante, c'est toi qui l'as trouvé ou c'est non, pas tout à fait, parce qu'en fait, Galilée a fait une étude de Dante. Donc en fait, je me suis plus penché sur la vision que Galilée avait du voyage de Dante, parce qu'en fait, il l'a décrit de façon, pour un scientifique, on ne s'attendrait pas tout à fait à ça. C'est-à-dire qu'on aurait pu se demander d'un scientifique de sciences humaines, par exemple, qu'il étudie le phénomène, à quoi ça peut correspondre historiquement parlant. Mais là, il s'agit réellement de calculer presque jusqu'à la pesanteur. Je ne sais pas si vous vous souvenez du diagramme qu'il y avait. Il a calculé la pesanteur sur un enfer sphérique, sur un enfer conique, selon les... Disons que c'est très poussé. Et de la part d'un scientifique reconnu comme Galilée, bon, il avait 24 ans à ce moment-là, mais de la part de Galilée, c'est très étonnant. Je trouve ça très absurde. Et je pense qu'il y a quelque chose qui tient de barre là-dedans. Voilà. Donc je n'ai fait que poursuivre un travail qui a été initié par Galilée, par tous ceux qui ont étudié le voyage de Dante, parce qu'en fait il est tellement expliqué, il y a tellement d'indications qu'on en arrive à se demander la vraisemblance de ce voyage. Du coup, j'en suis arrivé à faire des schémas pour comprendre où il était.
symbolique de qu'est-ce qui va se passer quand l'œuf va se casser. Donc il y a pas mal de cosmogonies, notamment aussi cosmogonie juive qui parle d'un jar qui exploserait et donnerait vie au monde. Mais tout l'œuf en soi, qui contient la totalité, doit tomber, et donc j'avais envie de me dire quel est le scénario de la réalité, et donc comment il va falloir que l'œuf tombe pour donner lieu à ce que nous avons connu. Voilà. Le guide n'a pas fait bien son boulot parce qu'on n'a pas vu. Et peut-être que Virgile n'a pas fait non plus bien son boulot et Dante a su rattraper ce qu'il fallait derrière. Voilà. Dante est un très grand poète. Virgile aussi, mais peut-être un piètre guide, je ne sais pas. Ce dispositif et cette performance, comment tu alors en dehors de ce travail de manière plus globale, on va dire, par rapport à la scène de l'art, par exemple, comment tu l'inscris aujourd'hui, comment tu l'inscrirais? Disons que j'en reviens toujours un peu à la science. C'est qu'on parle beaucoup de représentation, on se soucie, je pense, pas assez de ce que disait justement Gaillet sur la révolution gaillienne, de se détacher un peu des choses, en tout cas de leur aspect sensoriel, et pour faire sortir la structure, pour que tout ce qui, on va dire, bloque l'esprit dans son observation sorte. Et donc en fait, cette leçon-là, c'est une leçon où je vais vous proposer de regarder une structure, de ne plus voir ce qui est beau, mais de voir ce qui est vraiment en fait. Et comment je l'inscris? Je l'inscris simplement comme un travail de recherche. C'est pour moi un travail de recherche qui donne lieu à une installation, mais c'est avant tout un travail de recherche. Et l'installation la conserve alors, c'est ça? Qu'est-ce qui reste du coup après ce moment? Des tableaux, la mise en place des éléments qui sont une œuvre en fait, où ils sont détruits. Disons que dans la mesure où j'ai fait en sorte qu'il y a un lien entre l'installation et cette leçon, de toute façon ils sont liés. Et disons que presque Mais aussi on va jeter là, on est obligé de t'acheter. On est obligé de me louer. Louer mes services. Ou alors c'est une pièce à réactiver à chaque fois. C'est une pièce à réactiver, oui, pour les deux cas. C'est-à-dire qu'à la fois ici, il faut que je parle, il faut que quelqu'un parle, il faut que quelqu'un écoute, et pour l'autre côté, il faut que quelqu'un expérimente. Donc de toute façon, les choses ne sont pas là sans personne. Tu avais des modèles? J'avais des modèles. Pour les dessins? Quand je disais modèles, des références, des artistes. Ah, oui, j'ai parlé brièvement tout à l'heure d'Ali Warburg. Après, pour un côté un peu plus esthétique, moi de toute façon, je me suis, à mon avis, même inconsciemment, beaucoup inspiré de Gregor Schneider pour ce qui est de faire venir quelqu'un dans un sous-sol, de le faire déambuler, de lui faire perdre ses repères aussi. Alors, le but est différent, mais disons que je pense que déjà esthétiquement, j'ai beaucoup pris de Schneider. Il y a pas mal d'études de la mythologie aussi qui, disons que les études de Barnet, les œuvres de Barnet, Mathieu Barnet, m'ont beaucoup amené à me poser la question de l'ordre de la représentation, de la symbolique. Après, je peux citer des gens comme James Turrell qui travaillent l'ambiance, et j'ai beaucoup travaillé l'ambiance. Je vous ai dit en première partie que j'ai travaillé jusqu'en licence beaucoup sur la psychanalyse. Et en fait, la psychanalyse est en soi quelque chose où on va essayer de rentrer dans une ambiance. Et donc, voilà, après, je pourrais citer Leonore Ehrlich, par exemple, avec sa piscine, où on peut voir de l'extérieur quelqu'un dans une situation où il est à l'extérieur, tout en pouvant quand même le voir. Donc, cette espèce d'ailleurs, cette espèce d'extérieur, qui n'est pas vraiment un extérieur, que j'ai voulu un peu remettre en scène en bas. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Après, on va faire de la gratuité, puis citer tout un tas d'artistes, mais je pense qu'il y a beaucoup de ça. On a fini.
Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. On va aller voir du coup le On va fameux voir, trou oui. dans le placard. Ouais.